Jean-Christophe Chastan, bonjour. Bonjour Baudouin, merci de m'accueillir sur ce tout nouveau plateau. Merci de cette invitation. Vous êtes le président d'Interprochasse. En 2 mots, qu'est-ce que c'est Interprochasse ? Interprochasse est une interprofession, représente l'ensemble des acteurs économiques du monde de la chasse. Elle a pour mission de défendre et promouvoir l'ensemble des activités économiques pour maintenir leur pérennité. On peut en citer, nous avons 11 membres, on peut en citer quelques-uns, j'espère qu'on me pardonnera de ne pas tous les citer, mais en partant de l'amont, en allant vers l'aval, on a donc des activités du monde agricole qui sont donc les éleveurs de gibier, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'en être le président également national. Donc on a également donc le SNPGC, le SNAC, qui est le syndicat national des accouveurs. On a également donc tous les fabricants d'aliments, que ce soit du domaine coopératif ou du domaine privé. On a la centrale canine qui adhère, et bien évidemment sur le monde institutionnel, au milieu est positionnée la Fédération nationale des chasseurs, et après ce que j'appelle l'aval, qui est plus un petit peu le monde un peu plus industriel de l'armement et des munitions. Donc on a le syndicat des armuriers, des fabricants de munitions, également pour la venaison, la FENSCOPA, qui est la Fédération nationale des distributeurs de la viande en France. Donc, dans les différentes missions que vous avez au sein d'Interprochasse, il y a évidemment toute une mission autour de la problématique de l'élevage de gibier, de la remise en nature. Pourquoi est-ce qu'on fait de la remise en nature de gibier depuis les années 70 en France ? Alors effectivement, c'est un sujet extrêmement intéressant qui fait débat, qui du moins suscite toujours des discussions et des observations. Et donc on a démarré, pour répondre à votre question Baudouin, donc les remises en nature dans les années 70-90, toujours pour des causes multifactorielles. Principalement liées à la dégradation des territoires, ou la modification, il n'y a pas que la dégradation, il y a également la modification des territoires qui ont engendré aussi une modification du comportement de la faune sauvage, et notamment de la prédation, qui ont, je dirais, aussi amplifié l'impact de la prédation également sur la faune sauvage. Dégradation cause multiples, premièrement l'urbanisation galopante, qui a envahi les territoires naturels, les voies de communication autoroutières, fluviales, ferroviaires, qui sont aujourd'hui de véritables barrages à la transversalité du déplacement de la faune sauvage. L'agriculture aussi, à un moment donné, qui devait nourrir aussi la population à la sortie des années 60-70. Très rapidement, l'agriculture, aujourd'hui, a une démarche vertueuse à l'égard de l'environnement. Ça fait partie également des obligations dans le cadre de la politique de l'agricole commune, mais c'est surtout une véritable prise de conscience du monde agricole et qui aujourd'hui est extrêmement bénéfique pour la biodiversité. Un autre phénomène aussi depuis les années 70 qui a contraint une partie de la faune sauvage, c'est aussi la problématique des haies qui ont été arrachées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des actions depuis plusieurs années, notamment par les chasseurs, qui sont faites pour qu'on puisse de nouveau avoir des haies, replanter des haies. Interprochasse, vous intervenez aussi là-dessus ? On intervient plus, je dirais, dans les discussions, notamment avec nos interlocuteurs qui sont le monde agricole, les représentants du monde agricole, pour à chaque fois essayer de faire passer, la voix des chasseurs à travers Interprochasse, en essayant de porter la bonne parole. Mais de toute façon, le monde agricole a réagi aussi, puisque faut savoir que ça fait partie donc de la réglementation de la politique agricole commune. C'est une des obligations, mais sans cette obligation-là, comme je le disais tout à l'heure, le monde agricole s'est mobilisé aussi, puisque c'est de leur intérêt aussi aujourd'hui d'avoir une biodiversité équilibrée, renforcée. Ça permet aussi tout simplement d'avoir un ensemble l'agro-écosystème favorable. Alors, l'élevage de gibier, donc au départ, c'était, je crois, les fédérations des chasseurs qui ont commencé à faire de la remise en nature. Aujourd'hui, qui sont les acteurs ? Combien est-ce qu'ils sont ? Combien il y a d'éleveurs de gibier en France ? Même vous êtes éleveur de gibier. Oui, moi c'est mon métier et je le pratique avec un immense plaisir, bien évidemment. Parce qu'avant tout, pour être éleveur de gibier, il faut aimer les animaux. On ne peut pas être éleveur de gibier sans aimer les animaux et aimer le contact du terrain. Pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est d'une des particularités, j'ai un peu de la filière gibier, que peu de chasseurs connaissent. À la base, l'élevage du gibier est parti des initiatives de fédérations départementales. Peu de gens le savent. Donc ils ont voulu répondre à l'attente des chasseurs dans les années fin 60, début 70. Et puis rapidement, dans la mesure où la demande est devenue plus importante et que c'était pas une vocation à caractère économique, première des fédérations. Donc il y a des acteurs économiques professionnels qui se sont mis en place, qui sont les éleveurs de gibier, qui ont énormément évolué depuis les années 70-80. On est arrivé au départ d'un stade un petit peu amateur, comme les fédérations, et puis on s'est professionnalisé de plus en plus. Aujourd'hui, on est environ 350 éleveurs de gibier en France, petit gibier principalement, gibier à plumes, faisan, perdrix, colvert, lapin,
daim et lièvre, dans une moindre mesure, mais principalement sur ces trois productions. On est répartis, je dirais, de façon, on peut dire équitable, mais bien évidemment, surtout sur les grandes zones, je dirais, de chasse ou de secteurs cynégétiques, qui sont notamment le centre de la France et l'est de la France. D'accord. Donc aujourd'hui, on a à peu près 350 acteurs, 350 éleveurs de gibier en France. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on trouve du gibier français chez nos voisins européens? En Angleterre, en Italie, en Espagne. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver ces gibiers-là là-bas? C'est étonnant. Alors, pour nous, non. Plusieurs réponses. Pour terminer quand même sur le métier d'éleveur de gibier, pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a 3 catégories de production, extrêmement importantes de l'expliquer. Il y a ce qu'on appelle les ateliers de reproduction. Donc là, ce sont des élevages qui sont spécialisés dans la reproduction pour donc, de la sélection génétique, pour avoir des animaux de la meilleure qualité possible, donc collecte des œufs, après qui sont envoyés dans une structure qu'on appelle des couvoirs, où là, on les met en couvaison et en éclosion. Et après, les poussins d'un jour vont partir chez les éleveurs, comme je suis moi par exemple, où on élève des oiseaux pour les après remettre en nature au stade démarré ou au stade adulte. Voilà. Ok. Pendant combien de temps ils vont rester dans l'élevage? Alors dans l'élevage, un faisan va rester, on part en semaine chez nous, ou en moins pour que ça soit plus compréhensible pour les personnes, c'est quand même long, c'est 5 à 6 mois un faisan. Voilà. Puis c'est 3 à 4 mois. Donc, et tout ça à l'extérieur, dans des grandes volières, à la nature, au plein air, extrêmement important. Oui, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui a évolué dans les élevages de gibier qu'on pouvait avoir dans les années 70-80 et ceux qu'on a aujourd'hui? Alors bien évidemment, on a fait énormément évoluer l'aspect sélection génétique. L'objectif est de conserver ce qu'on appelle une variabilité génétique. On travaille avec des scientifiques, avec des organismes scientifiques pour préserver la variabilité génétique des souches de gibier. L'objectif n'est pas d'apporter des souches qui dégraderaient la variabilité génétique sur le terrain, des espèces déjà en place, c'est extrêmement important. Mais également en termes de pratique d'élevage aussi. On a une charte de qualité. Le syndicat national des éleveurs de gibier a mis en œuvre une charte de qualité avec un cahier des charges à respecter, avec des densités minimum d'oiseaux par surface, environ 3-4 mètres carrés pour les faisans par exemple, des grandes volières avec beaucoup de cultures à gibier, ce qu'on appelle des biotopes reconstitués, variés, durables dans l'année, pour que lorsqu'on remet les animaux en nature, ils soient déjà totalement acclimatés. D'accord, ils sont déjà habitués. Voilà. Et justement, côté bien-être animal, il y a eu ces efforts-là. Bien évidemment, l'objectif c'est quoi? C'est de remettre du gibier en nature qui soit le mieux adapté en matière de capacité à réussir son implantation. Donc pour ça, il faut qu'il soit en bon état à la fois génétique, en bon état sanitaire, c'est extrêmement important aussi. Les animaux qu'on remet en nature sont sains. On a des suivis extrêmement importants par les services vétérinaires. On est contrôlé régulièrement. Donc les animaux qui sont dans nos élevages sont totalement sains. On a un certain nombre de règles de biosécurité, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure, qui sont extrêmement importantes dans le cadre de notre métier. Donc les animaux qui sont remis en nature sont des animaux sains, dans un corps sain, et surtout dans un corps sain. D'accord. Et alors, en plus, ils s'exportent justement, parce que donc, tout le travail qui a été fait fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces œufs français à l'étranger. Alors je dirais avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la filière gibier française est leader européen. Et depuis un certain nombre d'années, pas depuis 6 mois, pas depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis un certain nombre d'années. Bien évidemment, plusieurs causes, surtout ce que je viens d'expliquer, entre les années 70 et aujourd'hui, d'ailleurs, on a été aussi un peu des précurseurs en matière de pratique d'élevage, mais surtout ce qui fait l'énorme différence, c'est qu'on a été en capacité de se remettre en question. On est une filière innovante, on travaille beaucoup sur des programmes de recherche et développement, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan zootechnique, sur le plan sanitaire, ce qui fait qu'on a acquis une compétence en 20-30 années, on a une avance en clair énorme sur nos confrères, qui nous font confiance également, des autres pays, ils font confiance parce qu'on a la capacité d'apporter une robustesse et une qualité, si vous voulez, garantie de l'aspect, une fois comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan génétique, sanitaire, comportemental, c'est extrêmement important, et aussi une grande variabilité de souches d'animaux. Moi, je parle de petits gibiers à plumes, principalement. On a un catalogue, si on peut le traduire comme ça, de souches de gibier extrêmement importantes par rapport aux autres. Et on a 2 programmes importants qui sont scientifiques. Je crois que c'est important de le citer aux auditeurs, qui créent la robustesse et la fiabilité de notre profession en France. C'est notamment le programme ARC Alectoris rufa certifié, qui a été développé en 2008, un consortium français
avec l'ensemble des acteurs du monde cédigétique, c'est ce qui fait notre force aussi en France, c'est que la filière professionnelle travaille main dans la main avec le monde institutionnel, Interprochage, le syndicat des éleveurs de gibier, la Fédération nationale des chasseurs, les fédérations départementales, on travaille ensemble. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, c'est ce qui permet de créer, je dirais, cette émulsion et qui nous permet d'avoir toujours un temps d'avance par rapport à nos confrères. Donc du gibier vraiment innovant, mais en matière de pratique, et également de qualité du gibier. Et vous travaillez évidemment aussi avec le ministère de l'Agriculture. Absolument. Et notamment lorsque, comme l'année dernière, on a des épisodes de grippe aviaire. Justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les éleveurs de gibier ont été finalement peu impactés par la problématique de la grippe aviaire? Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce niveau-là? Alors ça revêt à gérer un travail énorme des représentants de la filière professionnelle, que ce soit du SNA, du syndicat des éleveurs de gibier, d'Interprochasse, qui est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et donc du ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Et je crois que la France, et je remercie le ministre de l'Agriculture, M. Marc Fesneau, je souhaite le citer ici aujourd'hui, et tous ses services, on réalise un énorme travail de concertation en amont qui permet en fait d'adapter les réglementations, non pas de nous faire des réglementations à la carte et spécifiques de facilité, bien au contraire, on a des objectifs importants en matière de sécurité sanitaire notamment, ce qu'on appelle la biosécurité dans notre métier, ce qui nous a permis justement de mieux résister aux épisodes d'influenza aviaire, parce qu'on a su travailler en amont, mettre en place des protocoles sanitaires, une réglementation sanitaire adaptée aux spécificités de notre métier, qui est notamment la saisonnalité, mais également aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que nos animaux sont en grande volière, en permanence à l'extérieur, et le fait qu'on ait mis en place un protocole sanitaire renforcé lorsqu'on atteint un niveau de gestion de crise sanitaire, ce qu'on appelle modéré ou élevé en France, nous permet de relativement bien résister. Je ne dis pas qu'on est parfait. Le protocole, en fait, comment ça se présente, en fait, ce protocole? C'est très simple. En France, on a une réglementation avec 3 niveaux, si vous voulez, de gestion de risque sanitaire et épizootique vis-à-vis de l'influenza aviaire. Le niveau négligeable dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de biosécurité général, on va dire. Après, on a un niveau intermédiaire qui s'appelle le niveau renforcé. Là, on met en place des mesures de biosécurité renforcées, mais uniquement sur ce qu'on appelle les ZRP. C'est les zones à risque particulières, ce sont les zones humides ou les zones migratoires, sur lesquelles on met notamment l'alimentation sous abri, les abreuvements sous abri, un certain nombre de choses comme ça. Il y a des contrôles sanitaires tous les mois, plus renforcés, etc. Et puis lorsqu'on arrive en niveau élevé, là c'est donc l'ensemble du territoire qui est soumis à ces réglementations-là, avec une traçabilité renforcée, des contrôles renforcés sur la traçabilité, qui permet d'apporter justement les garanties que les remises en nature ne sont pas un facteur aggravant. C'est extrêmement important de le signaler dans le cadre de la gestion de l'influenza aviaire. Ça voudrait dire que à la période où il y a des épisodes d'influenza aviaire, même si demain on était amené à remettre en nature des oiseaux, c'est pas ça qui ferait... non, puisqu'on l'a pratiqué, on l'a pratiqué depuis 2016. Alors, comme on dit, on sommes des gens humbles, que ce soit autant les représentants de la filière professionnelle que le ministère de l'Agriculture, on reste prudent, on fait d'énormes travail sur, je dirais, la rigueur du respect des protocoles de mesures de biosécurité renforcés qui nous permettent de nous prémunir, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, à nous d'être extrêmement prudents et surtout d'être en capacité de réagir si jamais il y avait une problématique. Il y a une réglementation qui existe, on bloque la zone, c'est des périmètres de 3 à 6 km, et à ce moment-là, on arrête l'activité cynégétique et les remises en nature. Mais très franchement, aujourd'hui... voilà, je croise les doigts parce qu'on est un petit peu superstitieux, mais ça s'est relativement bien passé. Quoi qu'il en soit, la filière gibier et les pratiques de remise en nature n'ont pas été constatées scientifiquement, sanitairement, comme un facteur aggravant en matière d'influenza aviaire. Bon, en tout cas, on comprend par votre discours, votre énergie et tout ce qui est mis en place que les éleveurs de gibier sont plutôt sécurisés. Il y a un vrai travail qui est fait derrière de la part d'Interprochasse, de la part de la profession cynégétique dans son ensemble. Et en tout cas, on souhaitait vraiment vous féliciter pour ce travail. Voilà. Merci Baudouin, et je remercie l'ensemble de mes collaborateurs aussi, parce que je suis pas seul, il y a une grande équipe derrière moi, et remercier les éleveurs de gibier aussi, parce que l'évolution des réglementations, on l'a obtenue, parce que derrière, on a été en capacité de montrer que sur le terrain, les éleveurs étaient mobilisés et étaient respectueux des réglementations. Merci beaucoup. Je vous remercie Baudouin.